Le 27 novembre 2008 que ça a commencé, on a été contacté par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui lui-même avait été avisé par un particulier d'un lynx, d'un jeune lynx visiblement qui divaguait, qui était en difficulté donc, dans un village. Et donc on est intervenu avec l'ONCFS pour essayer de capturer ce lynx qui manifestement était séparé de sa mère. Donc ça s'est fait sans difficulté majeure et on s'est aperçu d'une part qu'il était très dénutri, d'autre part qu'il était blessé. Donc on suppose que c'est à l'issue d'un braconnage qu'il a perdu sa mère et que lui-même a été blessé. Donc à l'époque il avait jeûné vraisemblablement 3 à 4 semaines. Alors pour le cas de ce jeune lynx, on a choisi en partenariat avec l'Institut pour la recherche et le développement et le CNRS de l'équiper d'une balise Argos parce que pour nous c'était une formidable opportunité d'avoir des données très précises sur son mode d'occupation spatiale, sur la qualité de sa réinsertion et puis sur sa longévité en nature. Fario le lynx renoue d'instinct avec ses habitudes de vie, à l'abri du regard des hommes. Population nomade traversant des territoires souvent inaccessibles, les animaux sauvages se soustraient à l'observation des scientifiques et entretiennent leur mystère. Alors la cigogne noire, autant en Europe, elle est protégée et on connaît très bien bien son écologie et on peut considérer qu'elle n'est pas en danger. Autant en Afrique, c'est une espèce qui est braconnée, les milieux disparaissent et il était important justement de quantifier et de qualifier justement cette pression et aussi son écologie en Afrique. Je me suis intéressé au balbuzard car c'est une espèce rare qui est réapparue en France il y a quelques années. Nous avons étudié l'écologie de cet oiseau en forêt. Mais il y a un point qu'on ignorait complètement, c'est les modalités de sa migration. C'est un grand migrateur. Alors, on s'est intéressé aux éléphants de mer pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, non pas aujourd'hui, mais il y a à peu près une trentaine d'années. Et au cours des années 70, en l'espace de 10 ans, on a perdu la moitié de l'effectif de la population d'éléphants de mer. Et on n'était pas capable de comprendre réellement ce qui s'était passé à ce moment-là pour expliquer ce déclin, tout simplement parce qu'on ne connaissait pas suffisamment leur écologie. On connaît un certain nombre de choses, effectivement. Donc on sait que c'est un requin qui fréquente principalement les eaux tempérées et froides des deux hémisphères. Après, c'est vrai que sur les autres aspects de sa biologie, de son écologie, il y a encore pas mal de mystères. On ne connaît pas très bien ses déplacements, ses migrations. Au niveau de la reproduction, on connaît assez peu de choses aussi. On ne sait pas quand a lieu la reproduction, où ont lieu les naissances. Un système révolutionnaire de localisation et de collecte de données va permettre à la communauté scientifique de suivre l'animal à la trace, même quand il est hors de vue, d'en étudier le comportement et son rapport à l'environnement. Avec Argos, le fantasme devient réalité. Alors le système fonctionne de la façon suivante, donc les émetteurs sont installés, prenons l'exemple d'un animal, les émetteurs sont installés sur une tortue, sur un oiseau, sur un mammifère terrestre. Pour marquer ces requins, on va utiliser des balises satellitales, c'est des balises MK10, donc on programme ces balises de telle façon qu'on lui demande qu'elle prenne des informations, par exemple toutes les minutes, température, profondeur et luminosité, toutes les minutes, c'est enregistré à l'intérieur. Et on peut aussi la programmer pour qu'elle se relâche le jour où l'on veut que ça se relâche. Lorsque le satellite passe au-dessus de l'émetteur, il enregistre le message et il le retransmet à une antenne lorsqu'il est en visibilité de cette antenne. Donc nous avons une quarantaine d'antennes dans le monde et de là les messages sont acheminés vers le centre de calcul de CLS. Et une fois que le message a été traité, que la localisation a été calculée à Toulouse, il faut la restituer à l'utilisateur, au scientifique. Donc ça nous le faisons au travers de liaisons internet, de sites web. On va recevoir toutes les informations en forme d'histogramme sur l'ordinateur et ainsi on va pouvoir donc analyser la trajectoire du requin. Né d'un partenariat de recherche et développement franco-américain entre le CNES et la NOAA, Argos apparaît à la fin des années 70 comme un véritable défi technologique.
Dans un contexte de coopération internationale, le CNES a donc imaginé et bâti le système Argos. Il est l'architecte de ce système et il est le maître d'ouvrage, en ce sens qu'il finance les instruments électroniques qui vont être embarqués sur des satellites de nos partenaires internationaux, principalement aux États-Unis, mais également en Europe avec Eumetsat et également en Inde. Et il a délégué à sa filiale CLS l'exploitation opérationnelle du système pour répondre aux besoins des utilisateurs. Chaque jour, 1 million de messages sont transmis par les 20 000 balises Argos déployées sur terre, sur glace ou dans les mers. Ces scientifiques sont avant tout des amoureux de la nature, soucieux de sa fragilité. Chaque espèce dispose d'une balise spécifique, adaptée à son poids et à sa physionomie. Elle n'excède pas 3% du poids de l'animal. Donc là, on vient de finir de poser 2 balises sur 2 jeunes mouettes. C'est la première fois qu'on le fait. L'intérêt surtout, c'est de savoir où est-ce qu'elles vont passer l'hiver et puis où est-ce qu'elles restent l'été, où est-ce qu'elles iront l'été prochain, parce qu'on ne sait rien du tout sur leur déplacement. Autant on a découvert plein de choses déjà sur les adultes, autant les jeunes, elles ne reviennent pas à la colonie avant l'âge de 2-3 ans. Et donc on ne sait absolument pas où est-ce qu'elles sont durant ces années. Il y a une double motivation dans ce suivi Argos. D'une part, valider un mode d'élevage des jeunes lynx, donc, qui est notre solution apportée à un problème récurrent des jeunes lynx orphelins sur l'ensemble du massif jurassien. Et d'autre part, on a une obligation réglementaire de suivi qui est assortie à l'autorisation de relâcher et qui est aussi un moyen d'intervenir en cas de problème, s'il s'avère qu'il y a un problème, soit d'adaptation, soit de prédation sur cheptel domestique. Des profondeurs insondables aux sommets les plus élevés, des milieux inaccessibles aux territoires extrêmes les plus glacés, les révélations des balises Argos sont inestimables. Elles prolongent l'observation des scientifiques dans des univers inexplorés jusque-là, dans le respect le plus total de l'animal, de son bien-être et de son intégrité. On a pu découvrir comme ça que l'oiseau a traversé la France en 5 jours, en longeant la Loire, pour arriver finalement au niveau de la chaîne pyrénéenne et traverser les Pyrénées en quelques minutes seulement, par beau temps. Puis ensuite, il a traversé l'Espagne, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, jusqu'à aujourd'hui d'est en ouest, pour finalement rejoindre le Tage, où il a passé donc 7 mois de sa vie, à longer le Tage d'amont en aval jusqu'à arriver à l'estuaire. J'ai pu caractériser les dortoirs grâce aux balises Argos. Donc j'ai vu que 70% des dortoirs étaient des arbres morts. Or, en Afrique, ils utilisent beaucoup les feux de brousse pour faire régénérer la végétation, sauf que les feux de brousse sont un danger pour les dortoirs. Or, les cigognes sont très sélectives, donc plus de dortoirs, les cigognes sont obligées de se déplacer. Donc, dans le cadre de mon étude, j'ai proposé justement aux eaux et forêts de faire des périmètres de protection autour de ces dortoirs qui ne coûtent rien, absolument rien, c'est-à-dire un coup de machette sur un périmètre de 10 mètres et l'arbre est protégé. Donc l'idée de savoir cela, c'est bien sûr essayer de créer de nouvelles aires marines protégées, d'essayer de protéger un peu plus l'environnement en matière des océans. À peu près 50% de la population d'éléphants de mer qui se reproduit à Kerguelen, en zone subantarctique, dépend de la zone antarctique pour s'alimenter. Au cours des années 60 et au début des années 70, on a perdu à peu près 25% de l'étendue de la banquise estivale. Et donc il y avait moins de nourriture pour les proies des éléphants de mer. Conséquence, la population a ajusté ses effectifs à la diminution des ressources alimentaires. Mais les applications Argos ne s'arrêtent pas au monde animal. Elles s'intéressent aussi aux glaces polaires et aux océans, dont le comportement fait l'objet de programmes de recherche spécifiques. Des paramètres précis, mesurés sur la durée, nous renseignent concrètement sur leur évolution. Alors le programme Argo, c'est 3000 de ces instruments, 3000 de ces robots autonomes qui sont déployés dans tous les océans et qui mesurent en temps réel la température et la salinité de la couche supérieure des océans. Donc ils descendent à 2000 mètres de fond et en remontant tous les 10 jours,
Et ils envoient ces données via les satellites Argos. Alors, en l'occurrence, avec Argos, ce programme déploie des bouées sur glace. L'idée de ces bouées sur glace, en fait, c'est d'arriver à apprécier la quantité et l'épaisseur de glace en Arctique. Avec l'imagerie radar, de manière classique, on arrive à obtenir les surfaces de glace. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'âge de la glace, ni son épaisseur. Et donc l'idée forte de l'IABP, c'est de diviser l'océan Arctique un peu comme une plaquette de chocolat blanc, en mettant des bouées sur chacun des carrés, et en surveillant la durée de vie des bouées, on en déduit la durée de vie des glaces. Voilà, et en ayant la durée de vie des glaces, on arrive, par modélisation, connaissant les chutes de neige, à estimer l'épaisseur des glaces. Donc, grâce à ce programme IABP et les bouées Argos, on s'est aperçu en fait que la calotte glaciaire s'est réduite beaucoup plus vite que ce qui était prévu et qu'on a aujourd'hui une réduction de la calotte glaciaire qui correspond aux prévisions de 2050. Et donc, ça permet d'alerter l'opinion, les politiques sur ce thème et on espère que ça va faire réagir les gens plus rapidement. Argos permet également de comprendre un petit peu mieux et de suivre le développement des événements climatiques extrêmes, tels que les ouragans. Si vous savez prévoir l'océan de demain, si vous savez prévoir le climat de demain, vous allez pouvoir prévoir la consommation d'électricité en hiver. Vous pouvez comprendre comment l'agriculture va se comporter, s'il y aura de la mousson ou pas, etc. Enfin, à partir du climat, de la compréhension de l'océan et du climat, il y a énormément d'applications sociétales qui vont être développées dans l'avenir. Avec les grands enjeux actuels que sont le changement climatique et la biodiversité, tout ce que nous avons appris grâce à Argos est extrêmement précieux pour déterminer les actions à entreprendre. Je prends l'exemple des manchots royaux. Donc, grâce à Argos, nous avons appris qu'en hiver, ils vont dans la zone antarctique. À partir de là, nous avons remarqué que la température dans la zone où ils sont localisés en hiver, grâce à Argos, détermine leur probabilité de survie. Il suffit de 0,3 degrés d'augmentation pour que leur longévité diminue de 10%. Ça signifie que la surface de la mer, du point de vue de sa température, détermine de manière très importante, avec un seul dixième de degré, la production marine. En d'autres termes, les manchots sont un indicateur. Et donc là, ça pose vraiment la question des générations futures et nous montre l'importance de lutter contre le changement climatique. C'est un argument très fort. Depuis 30 ans, Argos prend le pouls de la Terre et de sa faune, mesure sa vitalité, communique au monde entier les informations nécessaires à sa sauvegarde. Argos change notre regard.